Alors, bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs, bonsoir, Jean-Claude. Bonsoir, monsieur Lé. Hein? Et bienvenue à une nouvelle édition de Point de bascule. C'est l'émission du mercredi 12 septembre 2018. Ouais. Et on commence par s'excuser du petit retard, là, dans l'horaire normal. C'est que toi et moi, on est allés assister à un lancement de livre, Régression tranquille. C'est un ouvrage écrit par un ancien ministre du gouvernement du Québec, le premier ministre de l'Industrie et du Commerce du PQ en 1976. Et Rodrigue Tremblay est un personnage haut en couleur, assez spécial. C'est un universitaire qui a enseigné au HEC, qui a évidemment reçu la formation en même temps qu'économique avec Jacques Parizeau. Donc, c'est des collègues et c'est des gens qui sont ancrés dans la philosophie ou dans la pensée des anciens qui étaient Esdras Mainville au HEC et François-Albert Angers. Alors, ouvrage très intéressant. Entre autres, il y avait au lancement Lucien Bouchard. Je dois vous dire que je n'ai pas fait d'effort pour aller lui serrer la main. Mais quand même, Rodrigue Tremblay, c'est quelqu'un d'assez lucide, d'assez intelligent, en fait même de très intelligent. Et il a quitté, lui, le Parti québécois juste avant le référendum de 1980, en étant conscient que c'était une tentative qui était vouée à l'échec. Et que dans l'optique de la nécessité d'avoir un rapport de force envers Ottawa, on était bien mal positionné. Et il explique d'ailleurs pourquoi dans son ouvrage, et il l'a fait d'ailleurs aussi dans la présentation qu'il nous a faite pour son lancement. Et il dit alors qu'en 1980, alors que on venait juste d'élire, reporter au pouvoir Trudeau, qui s'était absenté, éclipsé du pouvoir pendant quelques mois, pendant que Joe Clark l'exerçait. Il avait repris le pouvoir, il avait été élu au Québec. Avec plus que 60 %. Il y avait 74 députés sur 75 au Québec 75. Qui étaient libéraux. C'est ça. Alors, et avec le soutien de 68 un soutien populaire de 68 au Québec. Alors, Rodrigue Tremblay avait fait le calcul rapide. Il s'était dit, comment peut-on penser gagner un référendum dans un contexte comme celui-là? Alors que c'est ça, qu'ils viennent de donner ce mandat-là à Trudeau. D'autant plus qu'en plus, les sondages québécois indiquaient que le soutien à l'indépendance ne dépassait pas les 39 %. C'était même pas l'indépendance. Non. Mais c'était perçu comme tel. C'était perçu comme tel. Alors, lui, il s'est dit, d'autant plus que son ambition, comme tu me le rappelais tout à l'heure, c'était de créer une banque du Canada. Banque du Québec. Du Québec, pardon, oui, je m'excuse. Quel lapsus. Ouais. C'est une espèce d'alliance entre les capitaux de la Caisse de dépôt, de la Banque nationale... Et du Mouvement des Jardins. Et du Mouvement des Jardins, qui aurait été dans la logique de la Révolution tranquille, là où on a créé des grands leviers économiques. Fait que là, lui, il faisait comme un peu la fusion stratégique de ça. Et puis donc, on montait encore en puissance. On était capable de jouer avec les grands. Voilà. Alors, écoutez, c'est un ouvrage, j'ai eu l'occasion de le parcourir rapidement. Et puis, bon, Rodrigue Tremblay, c'est un comment dirais-je, un mordu de vigile. Il nous lit régulièrement, il sait exactement où on en est. Et puis, moi, j'ai des contacts réguliers avec lui depuis plusieurs années. Donc, je vous conseille vivement la lecture parce que je sais que le thème, la régression tranquille du Québec, 1980-2018, c'est vraiment un thème très pertinent, très actuel, et c'est difficile de passer à côté de ça. Ben oui, surtout qu'il prend une perspective historique quand même. Hein? Il y a un petit peu de géopolitique derrière ça. Hein? Oui, tout à fait. Parce que quand il a fait sa présentation dans la salle, il y avait une espèce de tableau là, où les étapes des régressions d'un siècle à l'autre,
c'était trop lié à des changements constitutionnels. Puis à des changements de statut. C'est ça, exactement. Et donc, il est dans ce jeu-là où ce qu'il comprend comment ça a évolué. Et là, il cherche une voie pour le redressement. Mais là... Alors, sur la jaquette du livre, à l'arrière, on dit « Sans complaisance et sans ménagement », il identifie les erreurs du passé et les défis futurs qui se posent pour le Québec et pour la nation québécoise. Les Québécois et les Québécoises, le Québec tout entier, sont capables de grandes choses dans l'avenir pourvu qu'ils le veuillent. En définitive, quand tout a été dit, tout se ramène à la question centrale à laquelle il faut laisser à chacun et à chacune le soin de répondre. Est-ce que les Québécois et les Québécoises d'aujourd'hui, en tant que patriotes de toutes origines, ont la volonté de travailler à la survie, à l'épanouissement et à la prospérité de la seule nation francophone majoritaire en Amérique du Nord? C'est ça la question. C'est le défi. C'est le défi, mais ce qui est arrivé, parce qu'on a eu 2 périodes, je veux juste faire quelque chose de rapide là-dessus, c'est que pour la période aller jusqu'à Daniel Johnson père, l'idée de l'indépendance, c'était pour porter l'existence d'une nation. Après ça, parce qu'on peut faire un grand débat là-dessus, mais très simplement, après ça, l'indépendance, c'était comme un idéal pour être libre, puis pour faire avoir toutes les compétences, pour se donner une société progressiste, ou peu importe. Mais ça ne portait pas sur l'existentiel d'une nation. Mm-hmm. C'est ça la différence, et lui, il revient là-dessus. Il y a une tendance conservatrice, on en parlait, ben oui, bien sûr. C'est sûr, mais il y a quand même une intelligence politique dans cette tendance conservatrice-là, une intelligence politique qu'on ne retrouve pas chez des idéalistes qui ont porté le projet depuis 50 ans. En conclusion, je vous précise simplement quelques données biographiques à son sujet. Député du comté de Gouin à Montréal de 1976 à 1981, Rodrigue Tremblay a été ministre de l'Industrie et du Commerce dans le gouvernement du Québec, 76 à 79. En plus de sa carrière politique, il a enseigné les sciences économiques à l'Université de Montréal pendant plus de 35 ans, soit de 1967 à 2002. Depuis 2002, il est professeur émérite de l'institution. Le professeur Tremblay a publié plus d'une trentaine d'ouvrages. C'est pour ça qu'il y avait des personnes... Autant en anglais qu'en français, faut-il le dire, parce qu'il est important de souligner que M. Tremblay est mi-québécois, mi-américain. C'est ça. Et qu'il y a un blog de New American Empire qui est très critique de la politique américaine. Oui, c'est ça. C'est très intéressant. New American Empire. Oui, c'est sur Internet. Là, oui, c'est ça. Voilà. Nous, on reçoit ces textes régulièrement, et puis on les publie régulièrement, d'ailleurs. Oui, c'est ça, sur Vigile. Et puis on a une collaboration suivie avec lui. Ouais. Un autre personnage qui vient de pondre un ouvrage également, c'est Pierre Godin. Pierre Godin est un ancien journaliste il se trouve que moi j'ai connu particulièrement dans les années 80 et à qui d'ailleurs j'avais donné un mandat lorsque j'étais vice-président à la Laurentienne. Et il vient de publier un livre qui s'intitule Collusion, corruption, absolution. Absolution. Jean-Claude, parle-nous-en, c'est toi qui as suivi ce dossier-là. Moi, ce que j'ai vu, c'est aujourd'hui, dans Le Devoir, la recension de ce livre-là. Regardons ça. Parce que ici, vous l'avez fait, le thème qui devrait être de cette élection-là, c'est la collusion-corruption qui dure depuis 2003. Je le dis depuis plusieurs mois. C'est ça l'enjeu. Le seul enjeu, c'est l'intégrité de l'État. Ben oui, c'est ça. Et donc, c'est complètement absent. Et là, lui, on a travaillé avec une petite équipe sur Vigile pour produire 2 éditoriaux. Oui. Donc, la première éditoriale porte sur Hydro-Québec et un thème très précis, très bien documenté, qui est la privatisation des filières énergétiques d'Hydro-Québec, excepté les grands barrages. Voilà. Alors, c'est ça qu'ils ont fait. Et aujourd'hui... Dans le Journal de Montréal, il y a justement un article de Pierre Couture. C'est ça, qui nous renseigne sur les joueurs principaux
qui était à l'intérieur d'Hydro-Québec. Qui était à l'intérieur d'Hydro-Québec et qui participe à l'heure actuelle et où sont-ils? À la privatisation en douce de Hydro-Québec par le truchement de la filière éolienne. Oui, entre autres. OK. Et où il y a la filière aussi de centrale gaz de Bécancour. De la centrale de gaz de Bécancour. Mais celle-là, elle n'est même pas en opération. Ben, c'est incroyable. Elle nous coûte une fortune, puis elle n'est pas en opération. On voit que le bureau d'enquête de Québécois Média, il est quand même sur le dossier d'Hydro-Québec. Nous, on est sur le dossier d'Hydro-Québec à Vigile. On est les seuls à avoir publié, c'est pas rien, dans le contexte où Éric Martel, PDG d'Hydro-Québec, a décidé que le dernier projet d'éolienne, ça tenait juste pas la route, mais ça n'avait pas d'allure, tellement que lui peut quand même être un peu complaisant avec le gouvernement, mais là, il ne pouvait pas aller personnellement aller jusque-là, parce que là, c'était 1,5 milliard à 2 milliards de pertes pour Hydro-Québec pour engraisser des amis du régime. C'est ça que c'est. Alors, quand on regarde qui sont les principaux joueurs, on constate qu'il s'agit de Thierry Vandal, qui est un ancien président d'Hydro-Québec. Dans les trois d'aujourd'hui, dans le Journal de Montréal. Ça. On comprend. Marie-Josée Nadeau, qui est maintenant sur le conseil d'administration d'Engie en France. Avec André Desmarais. Avec André Desmarais, entre autres. OK? Et on voit également une ancienne vice-présidente finance d'Hydro-Québec, qui a été présidente d'Hydro-Québec par intérim pendant quelques mois, qui, elle aussi, est associée à Boralex, je crois. Ouais. Donc... C'est dans la revue de presse de Vigile d'aujourd'hui. Et donc, on a vu au travers la prise de contrôle de l'État, parce qu'on est sur le thème du détournement de l'État. On a Hydro-Québec, c'est un de nos grands leviers. Oui. Retenez bien ça. Le thème, c'est le détournement de l'État. C'est ça notre thème ce soir sur la première heure. OK? On a vu M. Tremblay, c'est un peu ça. On va Godin, ça c'est sûr que c'est ça. Et puis donc, on a là, sur Hydro-Québec, parce qu'à Vigile, on voulait prendre un dossier où c'est très bien documenté, c'est précis, et puis ça ne dépend pas des spéculations qu'on fait, c'est tout simplement le rendu, excepté que ces informations-là étaient éparses dans le temps. Et puis là, quand on les rassemble, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont privatisé les filières énergétiques d'Hydro-Québec. Voilà. Tous les contrats d'éoliennes, la centrale au gaz de Bécancour, parce que là... Elle est fermée, là. Figurez-vous qu'elle nous coûte des centaines de millions par an. Ah oui, on a dépassé le cap de 2 milliards payés en pénalité à TransCanada Énergie, qui est propriétaire de cette centrale-là, à cause que le gouvernement a forcé Hydro-Québec à signer des contrats à long terme. OK? Alors donc, avec des pénalités s'ils ne prenaient pas l'électricité. Donc, là, ça passe le cap de 2 milliards. Et qui a signé ça? Thierry Vandal. Et qui est sur le CA de TransCanada Énergie? Thierry Vandal. Thierry Vandal. Voyez-vous, là, en réalité... Lui, il porte bien son nom, Oui, il siégeait-tu là pendant qu'il était PDG? Non, mais c'est ça, OK? Alors donc, on voit un grand levier de la Révolution tranquille qu'on s'était donné pour se redresser. Et c'était un redressement national. On était tellement fiers d'Hydro-Québec dans les années 60. Les jeunes ne peuvent pas savoir ça, mais là, on était Hydro-Québécois. C'était ça, la publicité. Ouais. Et puis, c'était parce qu'on partait de rien, puis on avait fait quelque chose de gigantesque, puis on regardait ça, Manicouagan, etc. Mais là, avec la prise de contrôle de l'État et le détournement de l'État, des libéraux en 2003, avec le thème la réingénierie de l'État. Ça, c'est mieux que le privé vienne pour développer les choses que Hydro-Québec, entre autres. OK? Alors donc... C'est ce qui nous a donné des fiascos comme celui de TM4. Ben oui, non, mais c'est ça. Regarde, écoutez, là, on n'est pas arrivé encore au bilan. Là. On va revenir au bilan avec la privatisation des filières énergétiques, parce qu'il faut qu'on le répète,
Ils ont privatisé Hydro-Québec, OK? Une grande partie, OK? C'est ça, à la pièce. C'est ça qu'il faut comprendre. On débite Hydro-Québec en morceaux. Parce que si on disait aujourd'hui, hey, ils veulent privatiser 10 d'Hydro-Québec, ça sortirait de partout. Non, c'est épouvantable, faites pas ça. Ils l'ont fait. Puis remarquez bien que ce qu'on débite en morceaux, c'est ce qu'il y a de plus payant. Ben oui. Ben, voyons. Hein? Regardez simplement les tarifs consentis à l'exportation. Aux exploitants d'éoliennes par rapport aux tarifs qu'on est obligé de vendre l'électricité sur nos... Ben oui, parce que dans la privatisation, voilà. il faut justifier un modèle économique. Okay? Voilà. Alors, c'est l'Hydro-Québec, le bloc, ce qu'il appelait le bloc patrimonial d'Hydro-Québec, c'était des infrastructures qui étaient développées depuis longtemps, dont les coûts de production étaient à 2 cents et quelque chose. OK? Et ça, c'était le bloc patrimonial, puis ça, c'était le bloc de référence pour les tarifs des clients d'Hydro-Québec, nous. OK? Voilà. Mais ça, eux autres, quand ils ont commencé à produire de l'électricité à 11 cents, des achats garantis aux éoliennes, et puis l'autre, la centrale au gaz, qui ne produisent pas, mais qu'on paye quand même, c'est pas pire. Donc, là, ce qui arrive, c'est que ils ont pris le bloc patrimonial, ils l'ont tassé comme référence, ils l'ont mis comme référence pour l'électricité à l'exportation. C'est ça. Parce que là, vous exportez à 4 cents, vous avez payé 2 cents, vous faites un profit à l'exportation. C'est faux. Ça, c'est ce qui devrait être dirigé vers les clients, nous. C'était ça le mandat fondamental de la création d'Hydro-Québec. Et là, quand ils prennent le bloc à 11 cents, puis ils disent, ça va devenir les chiffres de référence pour vos tarifs. Donc, vous voyez, depuis plusieurs années... Alors, si vous voulez une belle illustration, une bonne façon d'examiner la question, vous réalisez que les exploitants des éoliennes, eux, ils obtiennent le filet mignon, et nous, on se contente du bœuf haché. Ben oui, c'est ça que c'est. Alors donc, combien de contrats ont été signés? C'est ça qui est notre éditorial sur Vigile. D'engagement d'Hydro-Québec à long terme, où ce que c'est bétonné comme contrat, vous ne pouvez pas vous sortir de là pour de l'électricité que vous n'avez pas besoin. Jean-François Blain, c'est un analyste spécialiste de la question. Lui, il dit, et puis ça a été validé par le bureau d'enquête du Journal de Montréal. Oui. Ça a été aussi validé par la vérificatrice générale. C'est que les contrats à long terme sont à hauteur de 40 milliards. Donc, 40 milliards d'engagement, là. D'engagement, que vous allez l'acheter, que vous n'avez besoin ou pas, vous allez payer ça. Et ça part de vos tarifs, dans vos poches, ça en va aux amis du régime. C'est ça qui se passe. Alors, okay? 40 milliards. Et si on avait 40 milliards de filets mignons, hein? Oui, c'est ça. 40 milliards d'engagement. Puis si on en avait eu besoin, même si on en avait eu besoin, on paye 10 milliards de trop à cause des prix gonflés, parce que ça, c'est des commandes politiques qui partent du bureau du premier ministre. Puis on l'a vu avec le dernier projet éolien. Exactement, il voulait exactement faire ça. Le Couillard sort, oui, là, on voit les masques tomber. Et puis, mais alors Couillard a été obligé de reculer, là. Hein? Ben oui, parce qu'il n'y avait pas le choix. À l'intérieur du CA d'Hydro-Québec, il y a du monde qui ont dit, garde, on va sortir, et puis on va vous mettre ça sur la table pour le public, puis on s'en va en élection. Ouais. Fait qu'ils ont dit... OK, parfait, on va temporiser en espérant de gagner. OK, ouais. C'est ça l'affaire. Mais c'est juste pour vous démontrer que... Et quand on sait que les membres du conseil d'administration, de toute façon, sont des amis du régime, on constate à quel point la position du gouvernement était intenable. Ben oui, ça et que même les membres du conseil amis du régime considéraient que ça n'avait pas d'allure. Non, c'est de la grosse crosse qui pue. Okay. C'est qu'il ne pouvait plus, là, parce qu'après ça, il faut vivre, là. Okay? Ben oui, puis ensuite, il faut répondre. Surtout quand il y a un changement de gouvernement en vue, il faut être capable de répondre aux questions. C'est ça. Puis là-dessus, Éric Martel, le PDG... Il s'est tenu debout. Il s'est tenu debout. C'est correct. C'est un homme honorable sur cette affaire-là. Ce dossier-là, son comportement est exemplaire. C'est ça. Et là, il ne sera plus là si les libéraux rentrent. C'est clair. On va y arriver un petit peu plus tard. Mais donc, là, Hydro-Québec, on n'a pas ajouté à Hydro-Québec
La batterie révolutionnaire, des années d'investissement, ça coûte dizaines de millions pour mettre un système de production de batterie, toute catégorie, tout volume, OK, partir du téléphone, aller jusqu'à les grandes centrales. Et puis, quand ça a été au point, c'est rendu où? Tu parles de la batterie? La batterie révolutionnaire. Ah, ben, elle est rendue quelque part en France, là, à Lac. Avec gaz GDF Suez, et puis, enfin, maintenant, Engie. Voilà, et puis Engie, ben, on sait qui c'est. On comprend. OK, on comprend que ceux qui étaient là, qui sont dans la page du journal, eux autres, tout ce qu'ils faisaient, ils surveillaient qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir à prendre puis à partir avec. Grosso modo, c'est ça. Là. Ça, c'est dans les gestionnaires. Et TM4, qui vient d'être vendu. Le moteur. Le moteur roux, qui vient d'être vendu à une firme américaine du secteur des pièces, des équipementiers d'automobiles, a été vendu pour des peanuts, là. Oui, c'est ça. Puis l'autre privatisation qui ne paraît pas, c'est qu'à l'intérieur de Hydro-Québec, c'est un des deux plus gros donneurs d'ordre au Québec. Or, on nous rappelle que de 2002 à 2010, il y avait Franco Fava, sa famille, qui ont eu pour 780 millions de contrats. Alors, rappelez-vous que Franco Fava, c'était cet entrepreneur proche du Parti libéral de la région de Québec qui a été vivement interpellé lors de la commission Bastarache. Ben oui, mais il nommait les juges là, avec les post-it. Les post-it, c'est l'affaire des post-it. C'est-tu un détournement d'État, ça? Voilà. Ben voyons. On est en plein détournement. Ben ouais, et là, Jean-Claude, on va lâcher Hydro-Québec et on va aborder le dossier de la Caisse de dépôt. Et oui, deuxième grand levier de la Révolution tranquille qu'on s'était donné. La Caisse de dépôt. Okay. Et cette semaine, enfin pas cette semaine, la semaine dernière. Deuxième éditorial de Vigile. Oui. On a publié Vigile après quelques années de contact avec une source qui est interne de la Caisse de dépôt. Voilà, et puis, on peut le nommer maintenant parce qu'il a lui-même témoigné dans Vigile. Il a signé son article. Il s'agit de Pierre Gouin. Et Pierre Gouin était... C'était pas n'importe qui, hein? Non. C'était un ancien haut fonctionnaire au ministère des Finances qui est passé à la Caisse de dépôt en 2005 et qui, de 2005 à 2008, a assisté impuissant à la gabegie. Ah oui, parce qu'il faut dire qu'il était un spécialiste dans le domaine de la répartition des actifs. C'est ça. Okay. Il était gestionnaire de portefeuille. Oui. OK, et il était membre du comité de répartition des actifs, un comité qui est dirigé par le président d'Hydro-Québec. Ben oui, pas d'Hydro-Québec, de la Caisse. De la Caisse de dépôt, excusez-moi. Oui, parce que c'est big, encore là, 40. Okay. Hein? Alors, imaginez, qu'est-ce que ça veut dire répartir les actifs? Ça veut dire tout simplement décider dans quel type de placement la Caisse va investir. Et alors, elle peut investir dans les obligations, dans les titres. Dans des actions en bourse ou dans des placements privés. Exactement. Mais les proportions de ça, c'est important, dépendamment dans quel contexte vous êtes. Exactement, parce que les aléas, les risques sont pas du tout les mêmes. C'est ça, parce que faut bien comprendre que la Caisse de dépôt, c'est un fonds de pension. Okay? Exactement. C'est pas un fonds spéculatif. OK? Or, ce qui est arrivé, et ce que lui, il témoigne, et il a même porté plainte au comité de vérification, c'était que... Au comité de vérification, il a porté plainte au vérificateur interne. Vérificateur interne? De la Caisse. À l'effet que les normes n'étaient plus respectées. Personne ne respectait plus les normes. Pour la gestion d'un fonds de pension. Et pourquoi? Et là, ça nous amène à... l'arrivée au pouvoir de Charest, 2004, changement de la loi sur la gouvernance de la Caisse, et là, la loi 78... Attends, t'as oublié un élément important, nomination d'Henri-Paul Rousseau à la tête de la Caisse, et Henri-Paul Rousseau, lui, adopte un profil de hedge fund, de fonds de couverture. Ben oui, mais le gros signal vient du changement de la loi sur la gouvernance de la Caisse. Exactement. Et c'est ça qui amène au dérèglement. C'est de ça que Pierre Gouin témoigne. Fait que là, il n'y a personne... C'est la première fois... Depuis 2008. Que quelqu'un s'avance
Et puis, pas n'importe qui, hein, c'est un témoin qui était aux premières loges. D'ailleurs, il a porté plainte au vérificateur interne et il s'est fait dire de « ferme-la ». Ben oui, puis ça a été fini, là. Il s'en allait après ça, là. OK. Et puis, en 2009, il disparaît. On le met à la... Puis on l'achète. On achète son silence pour un certain nombre d'années. Et puis... en tout cas, oui, c'est ça. Il y a des primes de départ, mais il y en a beaucoup qui partent parce que c'est beaucoup de témoins. Pour qu'on vous accorde votre prime, il faut que vous signiez un engagement de confidentialité. C'est ça. OK? Alors, c'est ça qui est arrivé. Et au bout de toute façon, c'est quelque chose qu'il a très mal vécu. C'est une expérience qui est très traumatisante. Nous, on le sait, on le connaît depuis quelques années, depuis 2015. On est en contact avec lui. Quand il nous a dit qu'il voulait qu'on respecte la confidentialité de son témoignage, on l'a fait. On ne s'est pas aventuré plus qu'il fallait. Mais là, il nous a annoncé il y a quelques mois qu'il était prêt à parler. C'est ça. Publiquement. Ouais. Et à partir de ce moment-là, on publie son témoignage et on publie également un éditorial. Et c'est cet éditorial-là que, là, à partir de son témoignage, on a une clé, on comprend que, et là, les gens ont à peu près tous passé à côté des pertes de 40 milliards, parce que là, on arrive à 2008, les pertes de 40 milliards, et l'éditorial de Vigile, documenté sur du solide, juste les faits, les chiffres, puis validé par des journalistes de profession. OK? Il n'y a rien d'autre dans cet éditorial-là. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas tellement d'écho. Mais écoutez, là, ce qui arrive, c'est que on apprend que le changement de la loi sur la gouvernance de la Caisse en 2004, pour Jacques Parizeau, qui en connaît quelque chose par rapport à la Caisse... Ça transformait la Caisse, ça faisait de la Caisse d'un fonds de pension un fonds spéculatif. À un fonds spéculatif. Et donc, la Caisse, cette loi-là envoyait un signal à l'intérieur de la Caisse. Allez-y, courez après les bonus, peu importe, OK? Allongez-vous le coup sur le risque. Et c'est de là que vient l'accumulation des produits de catégorie qui auraient dû être très peu présents dans la grande assiette, la répartition des actifs, et que là, ils se trouvent en surnombre et exposent la Caisse au risque. Et donc, quand la Caisse a publié son bilan, 40 milliards, quand on voit juste dans le titre, le paragraphe titre sur le fil de presse, on voit que la Caisse perd 25 et les portefeuilles de référence perdent 18,5. Alors là, la Caisse, elle a performé comme un fonds spéculatif, c'est très clair. Ce que ça représente, si la Caisse avait suivi les normes de gestion, vous connaissez ça, vous avez été, hein? Et puis, la Caisse aurait perdu 30 milliards et non 40 milliards. Donc, la Caisse a perdu 10 milliards de plus qu'il aurait perdu s'il avait respecté les normes. OK? C'est ce que nous apprend Pierre Gouin en partie. Et les chiffres... OK. Maintenant, dans rappelons pour les faits que moi, j'ai été vice-président d'une compagnie d'assurance et que, justement, les compagnies d'assurance doivent faire des placements conservateurs pour pouvoir assurer... pour pouvoir être certain de pouvoir acquitter les demandes de remboursement lorsqu'il y a des sinistres. Ben oui. Hein? Alors, il faut que ce soit des placements extrêmement conservateurs, extrêmement prudents. C'est ça. Et quand vous n'êtes pas dans ces critères-là, il y a quelqu'un qui fait le piton. Bzzz, OK? Vous êtes à l'écart, là. Complètement. Normalement, l'autorité supérieure dit, oups, il y en a un qui est à l'écart. Wow, rentre dans les rangs, là, tu es en train de t'exposer. Ça, c'est pas tu fais courir un risque systémique à tout le monde. Ben oui, hors norme. Quand lui fait ça, c'est lui qui se fait mettre dehors. Voilà. OK? Puis le reste, c'est tout du cover-up par en haut. C'est ça, la réalité. C'est ça qui s'est passé. C'est ça. Et il a été témoin de ça. Ben oui, c'est un professionnel qui est à la table avec le président. OK? C'est ça. C'est pas quelqu'un qui a entendu parler de quelque chose au travers des branches. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez sur Vigile, lisez. C'est le témoignage de Pierre Gouin. C'est ça.
Et puis, ce que ça révèle, OK? Ouais. C'est que là, quand on arrive à la bonne question, parce que c'est ça qu'il dit, il y a eu une commission parlementaire en mai 2009 sur ces pertes-là, puis il n'y a personne qui posait les bonnes questions. Il s'attendait à ce que quelqu'un pose les bonnes questions. Puis qui invite les vrais témoins. Les vrais témoins. Et non pas ça n'a pas été fait. Non. Et il pointe, quand on regarde le dossier, on constate que une des personnes qui aurait pu faire le travail, c'est François Legault. François Legault. À ce moment-là, il était critique financier du Parti québécois. Sur les institutions financières. C'est lui qui avait le dossier de la Caisse. Voilà. Mais à cette commission parlementaire spéciale-là, une semaine avant, il avait démissionné. Mais dans sa lettre de démission, il dit « Je vais rester pour la commission parlementaire spéciale sur les pertes historiques de la Caisse de dépôt. » Puis il ne dit pas un mot. OK. Mais, et là, on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que... Finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il se trouve à priver le Parti québécois de la voix que le Parti québécois aurait dû avoir. Ça, c'est sûr. Questionnement. Et certainement. Que le Parti québécois aurait dû faire. Oui, mais on pourrait dire, mais peut-être qu'il était ignorant des faits. C'est pas vrai, il était parfaitement au courant des faits. Et la preuve, c'est lui-même qui la donne, OK? Dans des conférences de presse. Un point de presse à l'Assemblée nationale, le texte est officiel. Oui. Ça ne peut pas être plus officiel que ça. Non seulement ça, mais il dit qu'il détient des sources de l'intérieur de la Caisse. Ben oui, il dit, à cette époque-là, là, on est le 8 novembre, il faut comprendre qu'on est en campagne électorale parce que Jean Charest... L'élection va avoir lieu le 8 décembre. Le 8 décembre. Pourquoi? Parce que Jean Charest a précipité les élections parce qu'il ne veut surtout pas voir apparaître le bilan de la Caisse qui n'est pas une perte normale par rapport aux autres fonds, mais très supérieure aux autres. Et pour la première fois de leur histoire, la Caisse s'en allait dans la cave par rapport aux autres. OK? Puis ça arrivait juste une fois, puis c'est directement attribuable au changement de la loi sur la Caisse introduite par Jean Charest en 2004. OK? Alors donc, vous allez tout ça sur l'éditorial. Mais là, ce qui est plus grave, c'est que dans le point de presse que vous évoquez, point de presse, je pense autour du 8 novembre, OK? On est en pleine campagne électorale. Là, François Legault, critique des institutions financières pour l'opposition, Parti québécois, il dit... je reçois des informations de l'intérieur de la Caisse, s'adresse à la ministre, qui est la ministre Monique Jérôme Forgette. Monique Jérôme, la sacoche Forgette. La sacoche Forgette. Elle, c'est terrible, hein? OK. Mais là, il lui dit, à cause que la Caisse est surexposée au risque, la Caisse connaît une crise de liquidité. Il y a des produits comme le fameux papier commercial, qui est un actif à court terme, donc des liquidités. Ça, ce marché-là, il est gelé. Il est gelé pourquoi? Parce que ces papiers commerciaux-là, qui normalement auraient dû être des titres de AAA, étaient en fait des obligations pourries. Ils avaient la cote. C'était le filet mignon qui s'est avéré du ballonné. C'est ça, dans ce cas-là. Okay. La cote 3A avait été décernée par une firme de Toronto qui s'appelait Dominion Bond Rating Service, DBRS, parce que et Moody's et Standard & Poor's avaient refusé de le coter, trouvant... Ça, c'est une des erreurs de la Caisse qui a été avouée par après, c'est-à-dire que ça ne répondait pas aux normes. C'est plus qu'une erreur. C'est voulu, parce qu'il faut savoir que ces titres-là étaient émis par une firme qui s'appelait Coventry de Toronto, et cette firme-là était co-actionnaire. La Caisse de dépôt était co-actionnaire. C'était le principal actionnaire à l'émission et le principal client par la suite. Par la suite, dans une position de conflit d'intérêts épouvantable. Ben oui. Et DBRS avait accordé la cote 3A uniquement parce que c'était la Caisse qui le demandait, puis que la Caisse avait quand même une grande réputation. Alors, il faut savoir que lorsque vous êtes dans le domaine du placement, vous ne pouvez pas investir dans n'importe quel genre de titre. Si vous êtes une compagnie d'assurance, une société de... Non, ça dépend de la vocation du fonds. Exactement. Si vous avez une vocation d'être un fonds de pension, vous n'êtes pas un fonds spéculatif. Non, mais même tous ces fonds-là doivent investir par obligation, c'est requis par la loi, pas juste la loi du Québec, la loi de toutes les provinces dans lesquelles ces entreprises-là font affaire, dans des titres 3A.
Alors, qui avait besoin de titre 3A? OK? Bien, toutes les personnes qui voulaient faire du placement garanti. OK? Ah ouais. Et qui, parmi les gens qui voulaient avoir des titres 3A qui rapportaient beaucoup, bien, il y avait qui? Bien, il y avait la société financière Power, une filiale de Power Corporation. Il n'y a que ça. Ah oui, il y en a. Mais pour revenir, parce que c'est très important, parce que là, on est sur Legault, on est sur le point de presse où il dit « J'ai les informations de la Caisse, ils sont dans une crise de liquidité, et il offre au gouvernement une collaboration. » C'est dans le texte de l'éditorial avec le lien, puis vous pouvez lire son point de presse qui est de l'Assemblée nationale. C'est pas un journal de catégorie B, c'est le journal officiel de l'Assemblée nationale. Donc, son point de presse, il dit « Je sais que il y a une crise de liquidité et l'opposition est prête à collaborer avec le gouvernement pour ne pas que la Caisse de dépôt se débarrasse dans une vente de feu alors que la bourse s'est écrasée, le portefeuille d'actions. Parce que si on fait ça, les pertes sur papier sont transformées en pertes réalisées. Un coup que vous avez vendu, vous ne pouvez plus vous reprendre là, avec le retour du marché. Alors donc, il dit, il faut absolument que le gouvernement réponde pour savoir quels sont les besoins de la Caisse, puis que nous, on va collaborer parce qu'on ne veut pas qu'ils ajoutent à leurs pertes. Vous comprenez? Alors donc, naturellement, la ministre va rester sourde à cet appel-là. Pourquoi? Parce que... Ils sont en campagne électorale. Ils sont en campagne électorale. Et là, si elle a dit la Caisse est tellement mal prise là, que c'est le gouvernement qu'il faut qu'il emmène des fonds, là, c'est fini pour la campagne électorale. Là, ça a été généralisé. Et donc, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont faire la vente de feu. OK? Et cette vente de feu-là, elle est documentée. Combien ça a coûté? Ils ont sacrifié 2 milliards de dollars, la Caisse, pour pouvoir faire une conférence de presse le 21 novembre, 2 semaines avant le vote, OK, pour dire à la population... 21 novembre 2008. 2008, pour dire à la population, il n'y a pas de crise de liquidité. Il n'y a pas de crise de liquidité. Non, bien sûr, il venait de vendre pour 250 millions de titres. Non, il y avait... bien plus que ça. Non, il y avait sacrifié 2 milliards dans l'opération. Ouais, c'est ça. 2 milliards documentés, c'est dans l'éditorial, la référence est là, c'est pas nous qui inventons ça, c'est ça qui s'est passé. Et donc, la Caisse a sacrifié 2 milliards pour favoriser la réélection de Jean Charest en 2008. Dans l'automne 2008. Et là... Figurez-vous... Mais c'est pas fini, non. Allez-y. Okay. Mettez ça une couche. Jean-Claude, c'est quand même... Tu sais, prenez 2 secondes pour réfléchir à ça, là. Pour élire Jean Charest, la Caisse de dépôt a sacrifié 2 milliards de votre épargne. Ah oui, c'est ça. De votre bas de laine. C'est ça, c'était le bas de laine, OK? C'est pas rien, là. C'était devenu... Vous imaginez la facilité, la désinvolture avec laquelle on traite votre fonds de retraite? Non, mais c'est parce que... Ça n'a aucun sens. Oui, mais Hydro-Québec est devenu la chose du régime. La Caisse est devenue la chose du régime. Et de ses amis. C'est ça. Et là, François Legault, parce qu'il faut revenir à François Legault, il sait tout ça. Et donc, quand il arrive à la commission parlementaire spéciale, c'est mutisme. Total. Zéro pas un mot, pose pas une question. Puis c'est lui qui monopolisait le dossier, OK? Parce que je sais que Jean-Martin Hossan était à côté, OK? Puis il était témoin de ça, mais l'autre, il monopolisait le dossier, et donc, ça s'est étouffé direct là, et il a empêché les gens de voir clair dans cette situation-là. Alors, et défendre le bien public. Qui était... C'est important de le savoir, ça aussi. Tu vas me dire que c'est de la petite histoire, que c'est de l'anecdote. J'aime vos anecdotes. OK. Mais c'est important de comprendre qu'au moment où ces événements se produisent, où François Legault est en commission parlementaire, la Caisse de dépôt, elle a un avocat. Qui est cet avocat? Il faut le savoir. La Caisse de dépôt, à ce moment-là, est représentée par Lucien Bouchard. La Caisse de dépôt est représentée par Lucien Bouchard? Lucien Bouchard. OK, parfait. Okay. Et
c'est le même Lucien Bouchard qui, après le départ de François Legault, son exil politique temporaire, là, va convaincre François Legault, qu'il a d'ailleurs recruté au moment où il est entré en politique, va le convaincre de se lancer de nouveau, de se relancer en politique, mais dans un autre parti qui va devenir la CAQ. C'est ça. Oui, on apprend ça dans le Globe and Mail. Hein? Ça, c'est pas moi qui l'invente, là. Je veux dire, ce récit-là se trouve dans un article du Globe and Mail écrit par un journaliste qui est connu des Montréalais qui lisent Le Devoir et qui s'appelle Konrad Yakabouski, parce que pendant un certain temps, avant d'aller au Globe and Mail, Konrad Yakabouski travaillait au Devoir. Oui, c'est ça. Donc, pour revenir à Legault, il a gardé le silence là, il sait tout ce qui s'est passé. Fait que déjà là, c'est un problème, mais on connaît les circonstances de son départ. C'est quand il a refusé aussi de poser des questions dans un dossier, le Fonds régionaux d'investissement, où son ami Charles Sirois, cofondateur de la CAQ, était, mis en cause, OK? Donc, il a préféré partir plutôt que de défendre le bien public là avec, OK? Fait que pour ceux qui comptent... Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que il fait une déclaration aujourd'hui, il dit, regarde les transformations là, dans la structure de l'État. C'est pas aujourd'hui, c'est hier. C'est hier, bon, ben c'est ça, il n'aura pas. OK, donc, conclusion et le punch, c'est que quand il va faire son programme, son espèce de feuille de route à la fondation de son parti, la CAQ, il va demander à qui de venir signer pour lui donner une crédibilité? Monique Jérôme Forgette. Dit la sacoche. OK? Sachant tout ce qu'elle a fait, il va la solliciter. Alors, ceux qui pensent que François Legault représente quelque chose comme une garantie pour nettoyer l'écurie des libéraux, qui est installé depuis 2003 dans l'État. Oubliez ça. Oubliez ça. Là. Parce que la CAQ et puis le PLQ, c'est Blanc-Bonnet et Bonnet-Blanc, c'est la même gang. Moi, c'est le même réseau. Surtout, le même réseau. Et l'autre, on va parler de Christian Dubé. C'est quand... Mettez-en un petit peu. Hein? Mettez-en un petit peu. OK. Alors, Christian Dubé, imaginez, ce bonhomme-là s'est présenté en 2012, a été élu, et puis, quand il a vu que la CAQ ne prenait pas le pouvoir, il a démissionné. Ça a provoqué une réélection. Oui, mais il a été appelé à démissionner par qui? Par le Parti libéral. Par le réseau libéral. Bien sûr. Qui ont dit, regarde, on a un siège pour toi à la caisse de dépôt. À la caisse de dépôt. OK. Alors, Dubé, pas fou, il dit, je vais perdre mon temps à la CAQ, je m'en vais. À la caisse, et je suis vice-président de la caisse. Et là, d'un seul coup, on apprend que la CAQ a de nouveau le vent dans les voiles. Christian Dubé quitte la caisse et se représente pour la CAQ. Qui devient la vedette économique de la CAQ. Numéro 1 de la CAQ. Numéro 1, attendez-vous à ce qu'il soit ministre des Finances. Ben, il va être le chef d'orchestre de beaucoup de choses qui ne seront pas nécessairement profitables pour... Non, en fait, il faut comprendre que, entre autres, c'est Christian Dubé qui finance Charles Sirois à travers sa firme Pangea. Ben oui. Pour l'acquisition des territoires agricoles du Québec. La dépossession des terres La dépossession des terres. C'est lui qui fait ça. Il n'y a rien de plus fondamental que ça. Même les Anglais n'ont pas réussi ça. OK. Alors, imaginez, c'est quand même fort. C'est vraiment fort. Ah oui. Que Charles Sirois se fait financer par la Caisse, alors que l'histoire de Charles Sirois avec la Caisse, c'est pas nécessairement très heureuse. Les placements qu'il a fait, en fait, son histoire de Téléglobe, et puis, au début à la fin des années 1990, là, ça a été très malheureux, plutôt un fiasco total. Hein? Alors, lui, il s'en est retiré avec beaucoup d'argent. Il a refilé la patate chaude à la dernière minute à Bell, qui a payé le gros prix. Alors, lui, il s'est retiré avec beaucoup d'argent. Bell s'est ramassé le bec à l'eau. OK? Et a eu à essuyer des factures de pas loin d'1 milliard. En fait, même 2 milliards, dont 1 milliard était entre les mains directement. Donc, c'est ce petit noyau-là qui revient. Voilà. On peut rappeler aussi que Charles Sirois était chasseur de tête pour Jean Charest en 2007. Oui. OK? Fait que
Non, on est dans Ils peuvent coucher dans le même lit sans changer de drap. Ah! Oui, puis en même temps, il ne faut pas qu'il soit très difficile parce que les draps sont très sales. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, là. Donc, on parle du détournement de l'État. Il y a deux grands leviers qu'on s'est donnés, puis à une époque où il y avait, on peut le dire, à l'époque de la Révolution tranquille, l'équipe du tonnerre, moi, j'ai lu là-dessus. Et puis, à l'époque, René Lévesque, tout ça. Eux autres, là, c'était très clair qu'il y avait deux ennemis. Un, le centralisateur Ottawa, et deux, ce qu'ils appelaient les trusts, les capitaux anglo-saxons. Et donc, c'était pour contrer ça, puis ça les deux. Aujourd'hui, les réseaux financiers, on n'en parle plus. Puis ensuite, il faut comprendre, c'est très important de comprendre ça, parce que moi, c'est une réflexion qui mijote depuis un bout de temps et qui m'a amené à une révélation, là, ces semaines dernières, quand j'ai réalisé que, finalement, toutes ces créatures-là, tous ces gens-là vivaient au crochet de l'État. Non. Sauf que ce qu'on ne réalise pas, c'est que l'État, au départ, devait être au service de la nation. Oui, c'est ça. On a discuté de ça. C'était intéressant, votre point de vue. Oui, était au service de la nation. Et le détournement de l'État, dont tu parles, OK, s'est produit au bénéfice de tous ces lobbies de profiteurs, OK, et qui ont fait en sorte que l'État ne sert non pas l'intérêt de la nation, mais l'intérêt des intérêts privés. Ben oui, ça devient de plus en plus évident. Ben oui, ça, c'est... Puis le problème, c'est que qui questionne ça? Puis, à part Pierre Godin, avec son livre « Collusion, corruption, absolution », là, voilà. OK, moi, ça m'a surpris aujourd'hui parce qu'on était pour en parler et dire « Hey, il n'y a personne qui... » Il y a quelqu'un qui en a parlé, ben oui, lui, mais c'est pas repris. Alors, la chose qu'il faut espérer, c'est que ça apparaisse dans le cadre des débats qui vont avoir lieu d'ici à l'élection. Mais s'il fallait qu'on termine cette campagne électorale sans que l'enjeu principal, qui est celui de l'intégrité de l'État et du service de l'État envers la nation, envers la population, ne soit pas soulevé, ben là, faudrait que vous compreniez que notre système est drôlement malade et que les citoyens ne sont même plus en mesure d'exercer la vigilance qu'ils doivent exercer. C'est-tu normal que ce soit ici, chez André Pitt, à point de bascule, qu'on soit à peu près tout seul à soulever ces questions-là? Voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. Ça veut dire qu'il y a une perte dans la capacité. Vous vous souvenez de... C'est pire que ça. Il y a le Québec est recouvert par une chape de plomb qui empêche toute communication de l'information. Cette chape de plomb, vous la retrouvez dans le contrôle des médias. Ben oui, c'est à ça que je voulais venir parce que, OK, juste vous rappeler que la fameuse éditoriale du Devoir de 1958, là, contre Duplessis, puis que c'était épouvantable, ce régime-là, puis tout ça, c'était le roi Nègre, c'était ça. Marc, c'était André Laurando? André Laurando qui avait écrit cette éditoriale-là, qui a fait époque, puis qu'après ça, on voyait le Duplessis, bon, etc. Et bon, il y avait tout décrit, Duplessis vend nos affaires, puis il donne, puis etc., puis il est corrompu, puis bon, on voit la... Gérald Filion et André Laurando. C'est ça. Aujourd'hui, alors que c'est assez évident, avec Pierre Godin, là, lui, ce qu'il a fait, c'est un recensement. Simplement, ce qu'on vient de vous dire sur les filiales... la privatisation d'Hydro-Québec. C'est ça, c'est exact. C'est même pire. C'est même pire. C'est sûr que c'est pire. C'est pire parce qu'en fait, on ne fera pas le cas de Maurice Duplessis parce qu'on lui a fait un mauvais procès. Mais ça, il n'y a aucun moment dans l'histoire où il y a eu des gens qui se sont accaparés autant de richesses du bien public pour les détourner. Dans notre histoire, ça n'a pas existé. Écoutez, il n'y a pas un premier ministre de l'histoire du Québec qui a été plus vilipendé que Duplessis.
et à tort. Et si vous voulez avoir... On va y revenir à un moment donné. De vous convaincre de ça, là, prenez la peine d'aller sur YouTube et de retracer les épisodes de la série Duplessis. Il y a 2 épisodes que je vous engage fortement à regarder. Celui où il est question du drapeau et celui où il est question du rapatriement des impôts au Québec. Quand vous aurez regardé ça, et sachez que le scénariste de cette série-là, c'était nul autre que Denis Arcand, qui vient de sortir un nouveau film, là, le déclin, pas le déclin, mais la chute de l'Empire américain. Ah, c'est ça. Alors, mais ça vaut la peine. Allez, prenez la peine d'aller voir ça. D'abord, vous allez trouver ça, c'est savoureux à mort. Mais en plus, c'est très instructif et ça va vous permettre de comprendre à quel point Duplessis était loin d'être le personnage qu'on a décrit. C'est ça. Puis ceux qui ont fait son procès, entre autres, c'est une alliance de progressistes, dits progressistes, qui réunissait des gens qui vont devenir des souverainistes, puis qui, Cité libre, Pierre Elliott Trudeau, etc. Alors donc, regarde, on va y revenir là-dessus. Il faut relire notre histoire comme du monde, là, parce que là, présentement, on est en train de se faire déposséder. On a un détournement d'État. Mais non seulement il y a un détournement d'État pour des raisons financières, mais aussi sur le thème de l'identitaire. Vous savez que le contrôle de l'État par Charest, par des Couillard, OK? Ils ont tourné l'État contre la nation sur l'identitaire. C'est très sérieux. Là, on sent qu'ils mettent continuellement en procès la nation pour soupçon de xénophobie ou fermeture ou parce que tout simplement on veut imposer sur notre territoire nos valeurs, on veut questionner quels sont nos intérêts à nous d'avoir une immigration qui soit massive ou moins massive ou plus réduite et venant de quel endroit et en fonction de quelle valeur dans l'arrimage des valeurs, etc. On peut-tu se poser ces questions-là en tant qu'intérêt national? D'autant plus que nous ne sommes pas les seuls à nous les poser. Ben non, c'est évident, on n'a pas justifié. Il y a un sondage qui a été fait par la firme Angus Reid qui vient d'être dévoilé, dont les conclusions qui avaient été cachées pendant un certain temps viennent d'être dévoilées et qui démontrent que ceux qui veulent vraiment, à travers le Canada, là, pas juste le Québec, c'est uniforme. Ça, c'est un autre mythe qu'on entretient à Radio-Canada. Ceux qui veulent vraiment une augmentation de l'immigration, ça s'élève à pas plus de 9 % au Canada. Autrement dit, 91 % sont opposés à une augmentation de l'immigration. Ah, c'est ça. Non, ça se fait contre les peuples. Alors, par contre, si vous écoutez Radio-Canada, si vous lisez la presse... C'est épouvantable de remettre ça en question. Il n'y a jamais une limite. Il n'y a jamais une limite, OK? C'est ça. Alors donc, on arrive... Vous avez parlé de sondage? Oui. Du sondage? On parle de sondage? Oui, on peut parler de sondage. Pour terminer, parce que là, qu'est-ce qu'on fait pour reprendre le contrôle de l'État? Qu'est-ce qui s'offre politiquement? Écoutez, c'est pas... À l'heure actuelle, les résultats sont... les derniers résultats indiquent que la CAQ maintient son avance et que même elle la creuse. Le Parti libéral a perdu 3 points, je pense. La CAQ en a perdu 2. Bon, OK, d'accord. Que le PQ, lui, est en légère remontée, en passant de 18 à 21 %. Ouais. Puis, je veux dire, quand on regarde quelles sont les marges d'erreur des sondages, on est dans plus ou moins 3 %. Là. On peut dire qu'ils ont arrêté de baisser. Ils ont arrêté de baisser. Et puis que la Québec solidaire montre une légère
augmentation, mais encore une fois, à l'intérieur des limites de bon, ouais, c'est ça. Puis il y a une amplification, il y a une amplification par rapport au vous êtes marginal, vous pouvez doubler juste parce que le téléphone, c'est haut, peu importe. Alors, ce qui est intéressant dans ces chiffres-là, Jean-Claude, et tu me le faisais remarquer tout à l'heure, là, c'est la quantité de gens dont le vote dépend finalement des débats. Des débats. Il y a 10 qui disent « Moi, c'est le débat ». OK? Les autres, ils veulent voir parce qu'ils n'ont pas eu le temps de ramasser toutes les petites affaires à chaque journée. On égrène les choses. Regarde, eux autres, ils travaillent, ils font ça. Puis là, au débat, ils vont s'asseoir et vont dire « Regarde, j'écoute, je veux voir le monde. Je veux voir les chefs parler. » Alors, rappelons que le premier débat a lieu demain soir. C'est ça, exactement ça. Puis, entre autres, moi, à Radio-Canada, et moi, je vais être à la porte de Radio-Canada. Je devrais être là à 6h30, de 6h30 à 7h30, avec une grande bannière, cccorruption.com. C'est ça. C'est ça mon message. Parce que nous, notre thème, c'est l'intégrité de l'État. C'est exactement ça, pour en finir avec le détournement de l'État. Voilà. On parle dessus de Doug Ford? Ben oui, justement, j'allais justement t'inviter à nous parler de... On a fini avec le détournement de l'État du Québec. Vous allez avoir à voter et on espère qu'on s'enligne vers un gouvernement minoritaire avec une forte présence du PQ. Du PQ pour être dans la balance du pouvoir, pour encore peser sur les équations. Sinon, regarde, oubliez ça. That's it. On va se faire manger tout rond. C'est évident. OK. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'au début de la semaine, on a appris qu'il y avait une décision qui avait été rendue par un tribunal de l'Ontario et qui invalidait une disposition législative du gouvernement ontarien adoptée par... La province d'Ontario. Province de l'Ontario, adoptée sous Doug Ford, qui vient d'être... élu avec le mandat de le faire. Avec le mandat de le faire, justement. Bon, c'est important. C'est important de le souligner. Alors... Qu'est-ce que ça concerne? Ça concerne la réduction... La réduction du nombre de 45 à 25 à peu près, ou 47 à 25 du nombre de conseillers municipaux à Toronto. Bon. Et le motif évoqué par le juge qui a rendu la décision, c'est que la loi en question a été adoptée en pleine campagne électorale et puis qu'elle avait finalement un caractère excessivement partisan et qu'elle risquait de fausser le jeu démocratique. Doug Ford, en voyant la décision, s'est rebiffé complètement, puis a dit « Un instant, là, c'est moi qui ai été élu premier ministre, vous êtes juste un juge. » OK? Et il a dit « Correct, on va adopter une nouvelle loi. » Et il a effectivement convoqué l'Assemblée législative ontarienne pour aujourd'hui ou demain, je ne sais trop. Qui a fait la même loi. Pour adopter la même loi, mais en y additionnant cette fois-ci qu'elle allait s'appliquer nonobstant la Déclaration canadienne des droits. C'est ça. C'est la fameuse clause atomique de la déclaration dérogatoire. La clause dérogatoire. Dérogatoire de la Constitution de 1982, qui elle-même reprenait une disposition qui était contenue dans la Déclaration canadienne des droits de 1960. Ah oui, c'est ça. Alors, quand en 1982, Trudeau a forcé l'adoption de la nouvelle Constitution, il ne pouvait pas changer ce texte-là sans aller retourner devant les provinces et il ne voulait surtout pas faire ça. Alors, il l'a donc incorporé dans la loi de 1982 et la clause dérogatoire a servi en 1988, si ma mémoire est fidèle, a été utilisée par le Québec à l'occasion de la loi 178 qui corrigeait une décision de la Cour suprême qui avait déclaré l'affichage illégal. L'affichage dont les dispositions de la loi 101 sur l'affichage avaient été déclarées illégales. Alors, Bourassa avait réintroduit la loi 178 en y incluant la clause dérogatoire de telle façon que la Cour suprême ne puisse pas y toucher. C'est ça. Donc, Doug Ford emploie exactement le même stratagème que Bourassa dans un contexte qui, évidemment, est différent.
Et c'est sûr qu'il va être critiqué sur ça. C'est sûr même que sa nouvelle loi va probablement être contestée sur cette base-là, mais il va très loin. Il n'y a pas beaucoup de provinces qui ont adopté des lois en utilisant la clause non-obstant. Si ma mémoire est fidèle, il y a la Saskatchewan qui l'a fait aussi une fois ou deux. Une fois, je pense. Et puis, il y a d'autres provinces qui ont manifesté l'intention de se prévaloir de cette possibilité-là, mais à chaque fois, elles ont reculé. C'est sûr qu'il y a un lobby qui va être très, très fort, le lobby des institutions fédérales libérales de Trudeau, qui va essayer d'influencer le jeu politique au maximum en Ontario. Il inclut CBC, Radio-Canada et SRC. Bien, évidemment, on va mobiliser Radio-Canada, CBC. C'est déjà fait. C'est déjà fait, OK? De façon à essayer de faire reculer Doug Ford. Le problème avec Doug Ford, c'est que c'est un petit peu un bulldozer. Non, il recule. OK, puis un pitbull combiné. Tu sais, c'est le mariage des deux. Et que les chances qu'il recule sont plutôt faibles. Alors, on va se retrouver là devant une situation où la structure politique canadienne va s'en trouver changée du fait de la tribalisation, de l'utilisation... Tribalisation. Oui. En français. Non, mais c'est du français, ça. Oui, OK. Oh, tu vérifieras dans le dictionnaire. Non, je pense qu'il y a du monde... La trivialisation du recours pour régler un cas qui est vraiment... Qui n'était pas une affaire d'État, là. Ben voilà. Mais qui était quand même... La ville est sous la juridiction de la province. Alors, évidemment, les compétences de la province sont en jeu et il a le droit, tout à fait, parfaitement, de se prévaloir de cette disposition-là. Sauf que ça a une conséquence. Bien sûr. Lui, il s'en va au front contre le Canada de Trudeau. Exactement. C'est ce que je disais. C'est ça le fond de l'histoire. C'est ça. Et là, on va voir tout le réseau de trudeauistes. C'est épouvantable! Regarde, il veut agir au-dessus des lois. Bien, au-dessus de la loi, il y a la Constitution, puis la Constitution a une disposition qui dit la clause dérogatoire, puis il l'utilise. Il n'est pas au-dessus des lois, il est juste au-dessus du juge avec la Constitution. Voilà. Bon, c'est juste ça. On va arrêter là, ouais, okay. Et ça met fin à notre... Non, c'est bon quand même que... Suivez l'affaire, parce que c'est un coup de butoir dans le cadre constitutionnel au point de vue idéologique. OK? C'est juste ça qu'on voulait dire. Suivez ça. Ça va être intéressant. Pour un coup de butoir, c'est un méchant coup de butoir. Puis ouvre peut-être une porte pour le Québec. Tout à fait. OK. Alors, écoutez, ça met fin à notre segment sur l'actualité nationale. On va prendre une courte pause de quelques minutes et on vous revient après ça pour parler de l'actualité internationale. On vous rappelle que c'est l'émission du 12 septembre 2018, mercredi 12 septembre, et que vous êtes à l'écoute de Point de bascule en compagnie de Jean-Claude Pomerleau et Richard Levy.
Alors, nous sommes de retour, Jean-Claude, après une courte pause. Et pendant la pause, André me signalait justement, me demandait de vous souligner que nous allons avoir un spécial soirée électorale le lundi 1er octobre sur les ondes, enfin pas sur les ondes, mais sur le site du studio d'André Pitre et sur la page Vigile et sur ma page personnelle. C'est une soirée électorale qu'on organise avec l'ambition d'égaler ce qui se fait de mieux. Radio-Canada, bien sûr, et puis LCN. Ça va être surtout différent. Ça va être très différent. Et c'est moi qui vous promets, parce que c'est moi qui vais agir comme chef d'antenne. On est en train de recruter, et on a recruté des jeunes talents. Mais alors, vraiment, là, vous allez être surpris de leur calibre. Vraiment, moi-même, j'ai été surpris C'est à ça sert, le studio. Oui, qu'on réussisse à trouver des jeunes aussi articulés. Oui, qui émergent. Moi qui désespérais. Et il faut croire que non. Il y en a, effectivement. Il n'y a pas juste des vieux comme nous, là. Non, c'est ça. Moi, à un moment donné, il va falloir que je passe la main. Alors, je suis très heureux de découvrir qu'il y a des jeunes qui sont en mesure de prendre la relève. Alors, voilà. Et on aborde maintenant, évidemment, le segment international. Le volet international. Le volet? Oui. Ouais, OK. OK. Alors, dans le volet international, évidemment, écoutez, on est le 12, hier c'était le 11. Le 11 septembre. Il faut rappeler ce que c'est, le 11 septembre 2001, l'effondrement des deux tours. Là, voilà, en fait, je fais les effets visuels. Là. C'est ça, des tours du World Trade Center à New York. Ouais. Et c'est quand même attaqué par Al-Qaïda. En principe, à l'époque, on a blâmé Al-Qaïda pour... oui, c'était la version. Là, c'était la version officielle. C'est toujours la version, d'ailleurs. Oui. Oui, c'est Al-Qaïda qui a fait ça. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est que ça prend justement cet anniversaire-là pour nous ouvrir les yeux devant ce qui est en train de se passer. En Syrie, à l'heure actuelle, les États-Unis sont en train de venir au secours d'Al-Qaïda pour empêcher que le gouvernement syrien légitime au pouvoir les élimine du territoire. Alors là, il y a comme des questions. Comment sommes-nous arrivés là? C'est un méchant retournement, d'autant plus que, on se souviendra qu'il y avait quand même eu pas loin de 3000 morts dans cette affaire-là. D'abord, c'est une attaque de guerre, OK? C'est pas un crime, c'est un attaque. C'est un acte de guerre. C'est un acte de guerre, OK? Et puis, cet acte de guerre-là, c'est peut-être le plus important depuis, je ne sais pas quoi, je me souviens même pas que dans l'histoire des États-Unis, il peut y avoir une puissance extérieur, à part Zapata qui est venu faire un tour au sud, là, il n'y a pas d'équivalent de ça. Donc, c'est quand même quelque chose. Oui, tout à fait. C'est quand même quelque chose. Alors, vous voyez là quand même le chemin qu'on parcourt là, de 2001 à 2018, et on est en train de découvrir que ce sont les États-Unis, donc le pays qui a été le victime d'Al-Qaïda, qui vient aujourd'hui au secours d'Al-Qaïda pour empêcher Assad de reprendre pleinement possession du territoire de la Syrie. C'est ça. On parle de la province d'Idlib. Ouf, la province d'Idlib. Puis comment... il y a eu... C'est assez particulier, si on veut comprendre... D'abord, il faut situer Idlib, là. C'est dans le nord de la Syrie. C'est ça. Et c'est coincé. C'est entre la Turquie puis en bas à Alep qui ont libéré... c'est ça. Oui. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu l'attaque, et de cette attaque-là, les États-Unis, ils ont comme venu comme enragés, juste un petit langage populaire, là. Et là, ils sont partis pour aller mener la guerre aux terroristes. Voilà. Aux terroristes, OK? Puis il y avait 15 des 19
qui ont été les pirates qui venaient d'Arabie Saoudite, mais ils sont plutôt partis dans d'autres directions. Okay? Ouais. Mais c'est toute cette lutte-là qui vont mener, puis destruction des États entraînant des millions de morts, OK? Des millions d'exilés sur les routes, etc. Juste avant que tu continues, il faut quand même rappeler une chose, c'est que le 11 septembre, c'est quand même entouré de pas mal de mystères. Puis, il y a des questions qui ont été soulevées. Au départ, elles ont été rejetées du revers de la main en disant « Ah, c'est des théories complotistes. » Oui, mais acceptons la version officielle, là. Non. On est dans une contradiction épouvantable. On ne peut pas accepter la version officielle parce qu'il y a 38 pages du rapport officiel, 28 pages du rapport officiel qui demeurent secrètes. Oui, mais ici, 28 pages.org. 28, 2 chiffres, 2, 8, page avec un S.org. Bon, 28 pages, oui. Il y a toutes sortes c'est sûr qu'il y a ces questions-là. Mais supposons qu'on les croit quand ils nous donnent une version. Qu'est-ce qu'il y a sur 28pages.org? C'est un site sur lequel on trouve le contenu des 28 pages? Une partie, puis toutes les démarches pour les obtenir, puis toutes les démarches pour les victimes qui, eux, veulent avoir les informations pour poursuivre ceux qui sont en lien, parce que ces 28 pages-là mettent en cause l'Arabie Saoudite comme étant, d'une façon incidente, avoir aidé ces gens-là. Et Israël. Avant qu'ils passent avant qu'ils passent à l'acte, là, ces gens-là, les citoyens d'Arabie, là, recevaient de l'aide de l'Arabie, bon, et puis là, ils se disent, bon, ben finalement, ils ont aidé des terroristes, etc. Mais gars, ça, c'est très compliqué pour déterminer, parce que le gouvernement américain, normalement, devrait faire toute la transparence pour permettre à ses citoyens de poursuivre quiconque pour avoir une virgule peut-être de responsabilité pour aller chercher, parce qu'on imagine que si... En Arabie Saoudite, là, il faut comprendre que l'État... Il leur viderait les poches. Il y a les poches profondes. Là. C'est ça. Ça ne leur coûterait pas à peu près. OK? Voilà. Alors donc, c'est ça. Bon. Comment se fait le gouvernement américain... veut pas être du côté des citoyens victimes, la famille des victimes, des relatifs des victimes. On réalise là que, ce faisant, le gouvernement américain se trouve à privilégier ses liens avec l'Arabie Saoudite au droit de ses propres citoyens. Ben oui, mais... C'est épouvantable. Non, mais c'est ça que c'est. Les États-Unis, on a eu l'occasion d'en parler. Moi, j'ai une expression, c'est un État zombie habité par des esprits malins. C'est ça, les États-Unis comme État. OK? Puis on le voit de plus en plus. On ne peut pas le comprendre. Fait que, supposons que sa version officielle, c'est parfait, ça fit, il n'y a rien qui dépasse. Mais ils nous disent, Al-Qaïda, on va aller chercher. Et là, au final, dans la situation en Syrie, ils se retrouvent à être les alliés de Al-Qaïda. Ils ne veulent pas que le pouvoir d'Assad aille éliminer Al-Qaïda de son territoire. Les terroristes. Oui, puis ça, savez-vous qui pose ces questions-là? Ce sont 2 sénateurs américains. Ah ouais. Il y a Ron Paul, que les gens qui surveillent un peu, qui suivent ça de près, la politique américaine, qui a un regard critique. Un des derniers décents là, dans la politique américaine qu'on peut écouter et dire « Ouais, il y a du bon sens. » Puis on a un autre qu'on a découvert cette semaine, là, qui s'appelle Richard Black, je crois. Richard Black, qui est sénateur républicain de Virginie. Donc, il a été rencontré à Assad, et puis il dit « Attends une minute, je vais aller voir... De son propre chef, il est allé, il s'est rendu. Oui, il a parlé avec. Et il a rencontré Assad. C'est ça, il a passé beaucoup de temps avec, puis il a voulu comprendre exactement la situation. Alors lui, il sait très bien que les fausses attaques chimiques, parce que là, on en invoque un autre. Il y en a eu quelques-unes, c'est des fausses attaques. On a eu l'occasion d'emmener des documents d'experts qui démontraient ces fausses attaques. Oui. Dans la dernière, le Ghouta, là, les petits... comme le territoire a été libéré immédiatement, ceux qui apparaissaient à l'écran dans ce scénario-là, ils ont venu témoigner, on dit, nous autres, ils nous ont emmenés, ils nous ont mis ça sur la tête, ils ont fait ça, ils ont filmé. Donc, ça a été la révélation. C'est ça, là. Mais... Et à la suite de ça,
il y a eu une évacuation par Israël d'une grande partie des fameux casques blancs. Ah oui. Ah oui. Alors, les casques blancs, là, il faut comprendre que c'est un groupe qui a été organisé par un ancien des services secrets britanniques. Oui, oui. Et financé à l'international à hauteur de dizaines et de dizaines de millions de dollars, OK? Les autres, c'est des spécialistes de ça. Alors, et là, depuis 2 semaines... Oui. Là, ça joue encore le scénario des fausses attaques chimiques. Sauf que, cette fois-ci, les Russes ont pris véritablement l'affaire en main et les Russes ont réussi à obtenir les preuves. Puis alors, ça va loin, les preuves qu'ils ont. Là. Ils ont même des vidéos des lieux où ils sont en train de préparer du film, mais du faux film, oui, du fake news. Ben oui, puis là, pourquoi on vous parle de ces fausses attaques chimiques-là? Parce que ça veut les États-Unis, la France... L'OTAN veut utiliser ça comme prétexte pour intervenir. Ils ont fait des déclarations, ils ont dit, si Assad utilise les gaz, les armes chimiques, là, on va bombarder. Autrement dit... Il envoie le signal à Al-Qaïda, faites-nous un scénario, puis on arrive avec des missiles. Des missiles pour vous défendre. Et c'est pas compliqué. C'est pour ça que les Russes, comme vous évoquiez, arrivent et disent, attends une minute, le studio est là-bas. Le studio est là-bas. Alors, mais c'est incroyable. Puis hier matin, il y a eu des frappes de l'armée, de l'aviation syrienne et de l'aviation russe, directement sur des sites où on était en train d'enregistrer ces Moses de maudits films. Ouais. OK? Puis là, pour être diffusé à l'international. Ouais. Alors, ils ont éliminé les preuves, ils ont fait avorter au moins 3 des 8 scénarios qui sont en cours de tournage pour essayer de justifier des interventions pareilles. Puis on comprend que... on est dans un contexte aussi de politique intérieure aux États-Unis où, là, tout le monde est en train de déstabiliser la présidence de toutes sortes de façons sans réaliser que, dans le fond, ils sont en train de déstabiliser l'État américain lui-même. Ben oui, c'est parce qu'il y a le président, la personne, puis il y a la présidence, l'institution. L'institution. OK? L'institution est en train de passer au cash. Ça a toujours été un peu sacré, l'institution de la présidence aux États-Unis. Ouais. OK? Peu importe qui était là, après ça, il s'en va, etc. Mais la présidence... Bon. Et là, on comprend qu'il y a l'élection de mi-novembre, de mi-mandat, là, au mois de novembre, qui vient, et que là, il y a une offensive multiforme pour saboter les chances des républicains et que si les démocrates prennent le contrôle, à ce moment-là, ils vont enclencher un processus de destitution, l'impeachment, etc. Donc, Trump, à un moment donné, s'il sort puis envoie des missiles, tout ça, immédiatement, la dernière fois qu'il l'avait fait au mois d'avril, les sondages montent. Oui. C'est tordu au bout, là. Non, c'est tordu. Sauf que il y a des limites là-dedans. C'est très malsain. Ben oui, c'est malsain. OK. Mais c'est de voir l'arrogance du pouvoir des néocons, là, qui à l'heure actuelle. Oui. Américains contrôlent finalement la présidence. Oui, okay? C'est évident. Et Bolton, entre autres. Et sans qu'ils soient conscients qu'à l'heure actuelle, les Américains ont perdu la supériorité de l'armement qu'ils détenaient. Il y a un site... c'est les vétérans pour l'intelligence, c'est des retraités des services de renseignement de différentes factions, là, des corps, des agences, et puis eux autres, ils disent au président, regarde, vous êtes entouré de néocons, ils veulent vous emmener dans une action, parce que là, la fameuse attaque du mois d'avril aux missiles,
c'était comme arrangé avec le gars des vues. Il n'y avait pas à avoir d'impact véritable sur les capacités militaires d'Assad. Là, hein. Ils n'ont intercepté les 2/3, les autres ils ont tombé, puis il y avait juste des... Il n'y a pas de dommages collatéraux. Il n'y a pas de dommages, OK? Mais là, il faudrait que là, ça frappe les capacités militaires. Et là, pour frapper les capacités militaires de Assad, il faut quand même qu'il puisse neutraliser des systèmes radars qui sont gérés par les Russes. C'est ça. Et là, les Russes, là, ils ont sorti toutes les batteries, là. Oh, c'est ça. OK. Alors, les S-300 qu'ils avaient refusé jusqu'ici de laisser sous contrôle des armées syriennes, ils sont sortis. Les S-400 même, qui gardent la fameuse base de Mémine. Ils ont développé, dans la Méditerranée, la plus grosse flotte depuis... Ils ont 25 ou 30 navires à l'heure actuelle. Des sous-marins, etc. Non, eux autres, ils ont dit, il y a une ligne rouge encore là. Avec Trump puis Poutine, il va y avoir une négociation pour dire, OK, vous avez besoin de faire un feu d'artifice, on vous comprend, vous êtes mal pris, OK? Oui. Mais là, on va vous donner votre carré de sable. C'est ça. C'est ça qu'ils ont fait la dernière fois. C'est exactement ça. Fait que là, si tu t'en vas en dehors du carré de sable, là, tu t'exposes. Voilà. OK? Alors, c'est ça que tu joues présentement. OK. Avec ça, il y a deux affaires bizarres. Il y a d'abord l'affaire en Grande-Bretagne, l'affaire de l'empoisonnement, là, des Skripal, qui rebondit. Et aujourd'hui... c'est sûr. OK? On comprend de plus en plus que finalement, les Britanniques se servent de ça comme de moyen, d'une part, de détourner l'attention des problèmes en Grande-Bretagne, parce que les journaux britanniques ne parlent plus que de l'affaire Skripal, OK? Et d'autre part, que ça serve comme prétexte pour justifier l'intervention, mais cette fois-ci en blâmant les Russes. Alors, tu comprends que la stratégie est de blâmer et le gouvernement syrien pour l'utilisation d'armes chimiques en Syrie, et les Russes pour cautionner l'utilisation par les Syriens d'armes chimiques parce qu'eux-mêmes les utilisent sans scrupule. Ben oui, c'est ça, exactement, parce que c'est très chargé. Hein, l'arme chimique, là, hein, c'est très chargé. S'il avait dit quelqu'un s'est fait abattre sur la rue puis que supposément c'est un Russe, ça n'a pas de portée. Alors que, soyons sérieux, les plus grands utilisateurs d'armes chimiques de toute l'histoire ont été les Américains au Vietnam. Ben oui. Souvenez-vous de l'épisode dernièrement, l'agent orange. Des bombes au phosphore. Bombes au phosphore, en plus. Par Utilisées, mais c'est pas des armes... phosphore, c'est pas tout à fait pareil. Ça rentre pas dans la catégorie des armes chimiques. Non, je le sais, mais on flirte avec. Oui, on fraude. OK. Alors, donc, je vous parle de la situation britannique parce que c'est eux qui contrôlent tout le jeu en Syrie. Des attaques chimiques par le biais des casques blancs. Ils ne s'appartiennent plus. Ces États-là ne s'appartiennent plus. Voilà. Ces politiques extérieures-là sont menées en fonction d'intérêts qui ne sont pas les intérêts du peuple anglais ou du peuple américain. Voilà. OK? Il faut arrêter, là. OK? C'est des États qui sont habités, contrôlés par des forces qui les emmènent dans une direction. Et puis, pour ne pas que le peuple voit la vérité de situation, bien là, vous avez ces médias-là de masse qui, justement, les masses. Exactement. À coup de masse. Voilà. Ça n'arrête pas, à journée. Alors, il y a le cas de la Grande-Bretagne qui est relié, mais c'est aussi le cas de la Turquie. Et alors, le cas de la Turquie, c'est assez spécial. Là, vous avez vu la semaine dernière, vendredi, la rencontre à Téhéran, le sommet, avec Poutine, Rouhani d'Iran et Erdogan. Et Erdogan, c'était haut niveau, là. C'était très haut niveau. Puis là, il était pogné. Il a été obligé d'implorer un report de l'attaque contre Idlib parce que la Turquie est coincée. Ben oui, il faut dire que la Turquie a des forces, des pions. Des pions à Idlib. Et il faut comprendre pourquoi. Pourquoi la Turquie est-elle rendue sur le territoire syrien? Tout simplement parce qu'elle cherche à empêcher
le Kurdistan de s'organiser. De se constituer en État. De se constituer en État qui deviendrait une menace directe, parce qu'il faut comprendre que dans tout le sud de la Turquie, il y a des Kurdes, il y en a 15 millions en Turquie. Des 15 millions, c'est pas rien là. Oh. Donc on comprend l'intérêt de la Turquie à vouloir tasser les Kurdes et les refouler vers la Syrie. C'est ça. Mais en même temps, puis être présent pour être capable de contrôler ce monde-là qui menace directement la Turquie. Puis c'est ce jeu-là que Assad tente de briser. Bien, il a déjà dit, on s'en va là et on libère chaque pouce du territoire syrien. Alors, cette gang-là, qui sont dans ces dynamiques-là, c'est compliqué, mais ils se font brasser. C'est un coup de pied dans le nid de guêpe. Alors, il faut comprendre qu'entre la Idlib et la frontière turque, il y a plein de terroristes qui sont rendus là. L'Al-Qaïda. Al-Qaïda est là. Oui, exact. Okay. Et là, la hantise d'Erdogan, c'est que c'est de les voir refouler sur la Turquie. Lui, je veux dire... Lui qui les a appuyés pendant des années pour arriver à renverser le pouvoir d'Assad, etc. Là, il y aurait un retour sur investissement. Ouais, alors là, il est mal pris. Il est vraiment mal pris. Puis, il est mal pris à bien des égards parce que, par la force des choses, il a été obligé de se rapprocher des Russes et de l'Iran. De la Russie et de l'Iran. Ah oui, parce qu'il y a eu une tentative de coup d'État contre lui. Qui le visait et qui visait à le tuer carrément. C'était une tentative de coup d'État qui était orchestrée par les États-Unis. Puis qui a été sauvée dernière minute par l'information russe. Exactement. Alors, puis ensuite, il y a une très grosse base de l'OTAN en Turquie, qui est la base d'Incirlik. Ouais. Et sur laquelle sont très présents, est très présente l'aviation américaine. Et c'est une base à partir de laquelle les États-Unis peuvent contrôler hautement stratégique. le Moyen-Orient. Alors là, avec les sparages d'Erdogan ces derniers mois, les Américains ont compris que leur situation à Incirlik était précaire et ils ont commencé à développer des rapports beaucoup plus étroits avec la Grèce pour tenter de remplacer la base d'Incirlik par des bases en Grèce, ce qui, sur le plan stratégique, compte tenu des distances, là, serait tout à fait une bonne solution pour eux, advenant le cas où la Turquie les lâcherait. Il faut comprendre aussi que la Turquie, elle cherche à se prémunir contre toute attaque et qu'elle a commandé des missiles S-400 à la Russie qui a accepté de les lui vendre. C'est ça. Puis ça, c'est déterminant. Il faut dire, c'est que ça, c'est une batterie antiaérienne qui est vraiment... efficace. Au-dessus de tout. Et en réalité, c'est... qui ferme l'accès du ciel d'un pays à toute tentative d'intrusion aérienne, que ce soit par des avions ou des missiles. C'est ça. Et ça, en réalité, c'est l'instrument de souveraineté. Voilà. Hein? C'est l'instrument de souveraineté. Alors là, les Américains sont alarmés, d'une part, parce que leur industrie de la défense vivait des commandes de pays comme la Turquie. Parce qu'ils étaient on the edge, là. C'est ça. Une coche en haut. Là, ils sont une coche en bas. C'est ça. Là, ils voulaient vendre des patriotes, des missiles patriotes qui ne valent pas de la chenoute à Erdogan, qui a dit non merci, je vais prendre des S-400. Il les a vus tomber au mois d'avril. Voilà. OK. Alors, et là, les États-Unis, évidemment, tout le lobby de la défense de l'industrie militaro-industrielle, du complexe militaro-industriel est en fusil parce que c'est un important client qui perdent. Et alors, les États-Unis essaient de faire pression sur la Turquie en utilisant l'argument des F-35 de nouvelle génération là, que les Turcs ont achetés et payés. Et que les États-Unis refusent de livrer parce que la Turquie a commandé des S-400. Vous voyez le climat là, sympathique qui règne présentement entre ces gens-là. Et ça compromet finalement la situation et d'Erdogan et des États-Unis. Et puis évidemment, devant tout ça, Poutine est mort de rire. Ah oui. Parce que le gros point de bascule, c'est que si Assad reprend le contrôle de son territoire, OK,
avec l'Iran, avec la Russie, là, on voit que les gens dominés par les Américains, etc., ils voient que s'ils se collent sur ces acteurs-là, ça change le rapport de force. On est le grand point de bascule, puis ça a une portée géopolitique mondiale. Ça, on pourrait en parler. Alors là, on a parlé juste des dimensions militaires de la chose, oui, mais il faut savoir que la Turquie a également, en réaction à des sanctions américaines qui lui ont été imposées, a décidé de faire tout son commerce désormais avec la Russie, non plus en dollars. Non. Et ça, c'est un autre sujet très intéressant. On pourrait faire un bon bout là-dessus. Parce que les gens, ça fait partie aussi des éléments du point de bascule. Exactement. Le statut du dollar. Le statut du dollar. Alors, on voit là que tous les enjeux qui sont reliés à la Syrie, c'est énorme. Je veux dire, si Assad réussit à récupérer son territoire, d'abord, il faut comprendre que s'il récupère Idlib, c'est clair que, et puis il s'est déjà préparé, qu'il va vouloir récupérer également le Golan. Bien, il faut savoir que le Golan, Israël est présent sur le Golan depuis 1967. C'est pour ça, d'ailleurs... c'est majeur. Ben oui, c'est pour ça que derrière les influences qu'on veut protéger Al-Qaïda en ce 11 septembre, il y a ces intérêts. Et puis, à la fois autour d'Idlib et sur le Golan, il y a du pétrole. Oui, mais... En plus. Oui, mais... Pour ajouter à l'équation. C'est ça. Alors... Voilà. Alors, on est rendu au terme de l'émission pour cette semaine. On vous remercie de votre présence et de votre attention. Et on vous rappelle que c'était l'édition du 12 septembre 2018 de Point de bascule, en compagnie de Jean-Claude Pomerleau et Richard Lehir. Le détournement. Bonne soirée, bonne semaine. Salut.